comment les civilisations anciennes ont-elles créé des merveilles qui nous impressionnent encore aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous explorons 12 technologies étonnantes du passé qui semblent défier tout ce que nous savons de la science, de l'ingénierie et de l'histoire. Des mécanismes impossibles aux constructions millénaires d'une précision ahurissante, ces inventions soulèvent une question troublante. Avons-nous sous-estimé les connaissances des anciens? Préparez-vous à voir le passé sous un nouveau jour. La colonne de fer de Delhi est-elle un exemple de travail de l'acier qui avait plus de 1000 ans d'avance sur son temps, ou un heureux accident? Les scientifiques n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur la réponse à cette question et il est possible qu'ils n'y parviennent jamais. Ce qui peut être affirmé avec certitude, c'est que la colonne, parfois aussi connue sous le nom de colonne Ashoka, se dresse fièrement et résolument sans rouille à Delhi, en Inde, depuis 1500 ans. Toute la surface de ce monument de 7 mètres de haut est recouverte d'une couche incroyablement fine de mésawite qui empêche le fer en dessous d'être exposé à l'oxygène, ce qui entraînerait la formation de rouille. On ne sait pas comment une tâche aussi techniquement complexe a pu être réalisée avec les fours à charbon primitifs d'il y a 1500 ans. Les scientifiques pensent qu'il pourrait s'agir d'un événement fortuit causé par le mélange du fer avec du laitier, de la chaux et de l'air humide pendant son refroidissement. Comme les personnes qui l'ont fabriqué n'avaient aucune idée que ce revêtement anti-rouille existait, elles l'auraient considéré comme un miracle. Il a fallu plusieurs siècles avant que quelqu'un ne trouve une forme délibérée de protection contre la rouille. Soit les Indiens ont gardé leur secret, soit ils n'ont jamais eu l'intention de protéger la colonne contre la rouille. À l'époque où l'Algérie appartenait aux anciens Romains, ils ont construit un établissement de bains dans la ville d'El Hama, dans la province de Kenchela. Plus de 2000 ans plus tard, l'établissement de bains est toujours là, et il est toujours utilisé par des centaines de personnes chaque jour. L'établissement de bains s'appelle Hammam es Salahin, mais il a aussi le surnom de bain des justes. Le folklore local raconte que l'eau y possède des qualités thérapeutiques. La croyance répandue en ses pouvoirs de guérison est l'une des raisons pour lesquelles plus de 700 000 touristes visitent les bains chaque année. Il n'est pas tout à fait exact de dire que tout sur le site est exactement comme il l'était lorsque les Romains l'ont quitté, car il a dû être largement reconstruit après un tremblement de terre au XIVe siècle. Mais la majorité de l'architecture a été remise en place exactement comme elle apparaissait auparavant, et une grande partie de la structure d'origine subsiste. Aujourd'hui, vous trouverez la piscine entourée de massothérapeutes, de physiothérapeutes et d'autres installations qui n'auraient pas été disponibles pour les Romains. Mais à part cela, ils sont toujours utilisés exactement de la même manière qu'il y a 2000 ans. Nous savons à peine comment commencer à expliquer cette prochaine énigme archéologique qui a été découverte dans la péninsule balkanique au début de l'année 2019. Là, un groupe de recherche dirigé par l'historien Ismit Smiley a trouvé cet objet en pierre bizarre et incroyablement complexe sur le mont Motley, dans la chaîne de montagnes Shar Planina. L'extérieur de l'objet est fait de la même pierre qui forme la majeure partie de la chaîne de montagnes, mais à l'intérieur se trouvent des objets en cuivre qui semblent être des transformateurs modernes fusionnés dans la pierre elle-même. Une telle formation devrait être impossible, car le point de fusion du cuivre est bien inférieur au point de fusion de la pierre. Toute tentative de fusionner des conducteurs en cuivre dans de la pierre comme celle-ci devrait détruire le cuivre, mais cela ne s'est pas produit. Il n'y a aucune chance que cet objet ait été créé par hasard ou par un processus naturel. Il a non seulement des bobines, mais aussi des fils, des gaines, des isolateurs et des contacts. Il est capable de supporter une tension et devait être conçu pour le faire. Mais on pense qu'il a au moins 200 000 ans. Les questions de savoir qui l'a fabriqué, comment il l'a fabriqué et quand il l'a fabriqué restent sans réponse. Archimédès est crédité d'un certain nombre d'inventions les plus incroyables du monde antique, y compris la vis d'Archimède. Bien qu'il mérite l'acclamation et le crédit pour la plupart de ses inventions, il n'a rien à voir avec la vis d'Archimède. Elle a été associée à lui par erreur, mais tout ce qu'il a fait, c'est écrire sur une invention qu'il a vue en action lors de sa visite en Égypte en l'an 234 avant JC. Les Égyptiens lui ont dit que l'invention existait déjà depuis un certain temps à cette époque, et que le secret de celui qui avait eu l'idée était perdu dans le temps. Quel que soit celui qui l'a inventé, c'est une réalisation d'ingénierie remarquable. C'est la première pompe à déplacement d'eau de l'histoire mondiale, et elle a été utilisée pour pomper l'eau du Nil. Il a même été suggéré qu'une vis d'Archimède était la pièce maîtresse du système d'irrigation qui alimentait les jardins suspendus de Babylone. Une référence possible à l'existence d'une telle vis a été identifiée dans une inscription associée au roi Sennachérib d'Assyrie, qui a vécu 500 ans avant la naissance d'Archimède. Comment avons-nous oublié le nom d'un inventeur aussi important, celui qui a eu un concept qui est encore utilisé partout dans le monde aujourd'hui? Le pont du Gard est un pont aqueduc romain qui témoigne de la prouesse de l'ingénierie antique.
Situé dans le sud de la France, il a été construit au 1er siècle de notre ère pour transporter de l'eau sur environ 50 km jusqu'à la colonie romaine de Nîmes, aujourd'hui Nîmes. Comprenant 3 niveaux d'arches et atteignant une hauteur de 49 mètres, la structure a été fabriquée à partir de calcaire coquillé avec une précision remarquable. L'aqueduc pouvait transporter environ 40 millions de litres d'eau par jour, maintenant un gradient de seulement 3 mm par 182 mètres, un exploit qui laisse de nombreux ingénieurs modernes en admiration. Bien qu'il soit tombé en désuétude vers le VIe siècle, la structure a remarquablement bien survécu, servant divers rôles, y compris celui de pont à péage. Aujourd'hui, c'est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et l'un des monuments les plus visités de France, ayant subi de multiples restaurations pour résister aux ravages du temps et de la nature, y compris 3 inondations majeures au cours du siècle dernier. Le pont du Gard est un double symbole de l'ingéniosité romaine et du patrimoine culturel français, nous intriguant avec des questions sur la technologie ancienne et l'éthique de la modernisation de structures aussi vénérables. Les grenades incendiaires byzantines sont le genre de sujet qui vous fera vous redresser et prendre note. Ces engins incendiaires étaient l'équivalent médiéval des cocktails Molotov modernes et ils ont changé la donne dans la guerre. Originaires du règne de Léon III entre 717 et 741, ces pots en céramique étaient remplis du tristement célèbre feu grégeois, une formule secrète si puissante qu'elle pouvait même brûler sur l'eau. Les grenades avaient à peu près la taille d'un petit melon, ce qui les rendait faciles à lancer à la main dans les conflits à courte portée. Mais ne vous laissez pas tromper par leur taille. Ces armes dévastatrices pouvaient également être lancées par des catapultes ou des trébuchets pour des attaques à longue portée. Une fois qu'elles atteignaient leur cible, boum, elles se brisaient, crachant un feu grégeois presque impossible à éteindre. Qu'elles soient utilisées contre des navires en bois en mer ou des fortifications sur terre, ces grenades étaient un atout maître byzantin qui a tenu les ennemis à distance pendant des siècles. Donc, la prochaine fois que vous penserez à la guerre antique, rappelez-vous que ce n'était pas que des épées et des boucliers. Parfois, c'était le feu et les explosions, style médiéval. Oh, et au fait, nous n'avons toujours pas résolu l'énigme de ce qui entrait exactement dans la composition du feu grégeois. C'est toujours un mystère. Le concept d'hélicoptère de Léonard de Vinci est une merveille d'imagination qui précède les hélicoptères réels de 400 ans. Le design de Da Vinci comportait une pale verticale en forme de vis tournant autour de son axe central, assez différente des pales de rotor plate que nous connaissons aujourd'hui. Le concept était fondamentalement sain, s'appuyant sur la vis aérienne pour pousser l'air vers le bas et ainsi propulser l'engin vers le haut. Cependant, Da Vinci était limité par les matériaux et la puissance. Il envisageait que la vis hélicoïdale soit faite de lin rigidifié avec de l'amidon et que la source d'énergie soit un ressort remonté par des hommes tournant des manivelles. Les ingénieurs modernes ont revisité ce concept en utilisant des matériaux avancés et la technologie des drones. En 2020, une équipe d'étudiants en ingénierie a mené une étude détaillée et a même réussi à faire voler un drone en utilisant une version modifiée du design de Da Vinci. Ils ont utilisé du dacron pour le matériau de la pale et de l'aluminium pour l'arbre de transmission verticale, atteignant un équilibre entre la force et le poids. Bien que nous ne voyions peut-être pas de drone de livraison Da Vinci de sitôt, cette expérience témoigne du pouvoir durable de l'ingéniosité humaine. En ce qui concerne l'indication de l'heure, la façon la plus populaire de le faire en Chine et en Inde avant l'invention de l'horloge moderne était l'horloge à encens. Il y a beaucoup de désaccords entre les experts sur qui a inventé l'horloge à encens et quand. Nous savons qu'elle était populaire en Chine à l'époque de la dynastie Song au Xe siècle et qu'elle s'est répandue de la Chine à la Corée et au Japon. Mais l'histoire de l'appareil remonte au 8e siècle en Inde. Certaines sources indiquent que les Indiens ont en fait eu l'idée des inventeurs chinois qui ont inventé la première horloge à encens au 6e siècle, mais la fiabilité de ces sources est à l'origine du débat. En termes simples, chaque horloge à encens contient soit un bâton d'encens, soit de la poudre d'encens qui a été soigneusement fabriquée pour brûler à une vitesse très spécifique. Ainsi, il est possible de déterminer quel jour il est ou combien de temps s'est écoulé en vérifiant la quantité de bâtons ou de poudre à l'intérieur de l'horloge qui a brûlé. Les modèles plus avancés contiennent des gongs et des cloches qui sonnent automatiquement pour indiquer le passage d'une heure ou d'une journée. Dans la maison de l'amphithéâtre vieille de 2000 ans, également connue sous le nom de Casa del Anfiteatro à Mérida en Espagne, les archéologues ont mis au jour les restes bien conservés d'une immense zone de bain public. La maison, construite par les Romains dans une colonie qu'ils appelaient Augusta Emerita, contenait des bains d'une taille extraordinaire pour une maison romaine standard. Ces bains auraient appartenu à une résidence privée, ou peut-être à un ensemble de résidences privées, mais ils auraient été largement partagés, d'où leur qualification de bain public. Il est même possible que les bains aient été un point central
des grandes fêtes organisées par le propriétaire de la propriété. Et par fête, nous sommes sûrs que vous pouvez tous imaginer ce que nous entendons réellement. La zone de baignade comprenait des installations de baignade individuelles en excellent état, ainsi que de nombreuses décorations murales et de sol, y compris des plaques de marbre, des moulures, des peintures et diverses structures souterraines associées aux bains. La maison de l'amphithéâtre fait partie de l'ensemble archéologique de Mérida, reconnu comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO en 1993. Cette découverte offre un aperçu fascinant du style de vie luxueux de l'élite romaine dans l'Espagne antique. Le calendrier maya a toujours été un sujet de fascination et est souvent associé à des prophéties apocalyptiques. Des archéologues de San Bartolo, au Guatemala, ont mis au jour ce qu'ils croient être la plus ancienne notation connue du calendrier maya, datant d'entre 300 et 200 avant JC. Ce site n'est pas étranger aux découvertes révolutionnaires. C'est le même endroit où les premières inscriptions mayas ont été trouvées en 2006. La découverte récente consiste en 2 fragments de fresques qui présentent un symbole de calendrier pour 7 cerfs, représenté par un point au-dessus d'une barre et un dessin au trait de la tête d'un cerf. Ce calendrier de 260 jours était largement utilisé dans l'ancienne Mésoamérique et conserve encore une signification dans certaines communautés indigènes du sud du Mexique et du Guatemala aujourd'hui. Les Mayas avaient d'autres calendriers aussi, comme les calendriers solaires, lunaires et à long terme. La datation au radiocarbone a aidé à déterminer l'âge de ces fragments, qui ont été trouvés dans un complexe comprenant une pyramide, un terrain de bal et une longue plateforme. La découverte confirme non seulement l'utilisation du calendrier pendant au moins 23 siècles, mais remet également en question les théories qui tentent de localiser l'origine de l'écriture mésoaméricaine à un seul endroit géographique. Il est tout à fait possible que le disque de Phaistos porte un message de nos anciens ancêtres qui pourrait nous dire 100 choses que nous ignorons sur eux et sur l'époque à laquelle ils vivaient. Malheureusement, nous avons du mal à le traduire, et il est douteux que nous puissions un jour percer le code. Le disque richement décoré a été trouvé dans les vestiges d'un palais minoan sur l'île grecque de Crète il y a de nombreuses années, et il n'a cessé d'intriguer les scientifiques depuis lors. Il y a plus de 200 inscriptions différentes sur le disque, et aucune d'entre elles ne correspond à une forme de langue écrite découverte ailleurs sur la planète. En l'absence de preuves substantielles sur lesquelles s'appuyer, la signification du disque est largement ouverte à l'interprétation. Certaines personnes pensent qu'il pourrait s'agir d'un calendrier. D'autres soupçonnent qu'il pourrait contenir une prière écrite dans la langue secrète d'un culte religieux oublié depuis longtemps. Il y a trop de symboles pour que le texte représente un alphabet, et pourtant trop peu pour qu'il constitue une écriture. La conception en spirale en forme de labyrinthe était probablement significative pour ses concepteurs également, mais nous ne pouvons pas non plus comprendre le but de cela. C'est une énigme totale. Pourquoi les anciens Romains aimaient-ils tant fabriquer des dodécaèdres ? Si vous pouvez répondre à cette question, vous aurez surpassé tous les experts et archéologues qui les ont étudiés. Vous les trouverez enfouis dans les sites archéologiques romains de tous les anciens territoires de l'Empire romain, mais nous n'avons aucune idée de leur signification ou de leur but. Ils apparaissent aussi souvent dans les anciennes épaves romaines, ce qui pourrait indiquer qu'il s'agissait d'aide à la navigation d'une sorte, mais nous ne pouvons pas comprendre comment ils auraient pu aider à une telle tâche. Ce que nous savons, c'est que les Romains ont continué à les fabriquer pendant des siècles. Les premiers exemples de dodécaèdres sont faits de pierre, mais les versions ultérieures sont fabriquées en bronze à la place. Certains archéologues ont suggéré qu'il pourrait s'agir de porte-bougies ornées, mais cela semble peu probable étant donné qu'aucun d'entre eux ne porte de traces de cire sur sa surface. Une autre idée est qu'il pourrait avoir fait partie d'un jeu romain quelconque. Les soldats romains aimaient les jeux de société pour passer le temps. C'est donc possible, mais il n'y a toujours aucune preuve pour étayer cette idée. Il y a tellement d'exemples de cette étrange préoccupation romaine que nous devons les classer comme un mystère caché à la vue de tous. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de rester avec nous pour encore plus de vidéos géniales. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.